Ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Dans l'actualité ce soir, au Burundi, l'actuel président Pierre Nkurunziza a adressé ses félicitations à Evariste Ndayishimiye, donné vainqueur de la présidentielle du 20 mai. Dans ce journal, nous ferons le point sur la pandémie du Covid-19 dans le monde et ici aux États-Unis, où un vaccin pourrait être trouvé au mois de décembre. Nous irons au Nigeria, dans le bidonville d'Iwaya. Les populations ne vivent que de leur salaire quotidien. Mais depuis l'arrivée du Covid-19, les choses ont changé et les aides du gouvernement tardent à venir. Une fois encore, bonsoir. Au Burundi, le président sortant Pierre Nkurunziza a félicité ce mardi le général Evariste Ndayishimiye qui a remporté l'élection présidentielle du 20 mai dernier. C'est sur son compte Twitter que l'actuel chef de l'État burundais a réagi. Je félicite chaleureusement le président élu Evariste Ndayishimiye pour sa large victoire qui confirme que la grande majorité des Burundais adhèrent au projet et aux valeurs qu'il incarne. Nous sommes des témoins privilégiés de l'histoire. Que Dieu bénisse le Burundi, a écrit Pierre Nkurunziza. L'opposition a, de son côté, confirmé qu'elle va saisir la Cour constitutionnelle pour contester les résultats de ces élections. La multiplication des attaques djihadistes au Burkina Faso depuis 2017 a entraîné la fermeture de 2500 établissements scolaires privant 350 000 élèves d'accès à l'éducation. C'est ce qu'indique un rapport de Human Rights Watch publié ce mardi. Non seulement les groupes armés islamistes qui ciblent les enseignants, des élèves et des écoles au Burkina Faso commettent des crimes de guerre, ils balaient aussi des années de progrès ayant facilité l'accès des enfants à l'éducation. C'est ce que souligne Laurent Chébert, chercheuse et auteur du rapport. La vie retourne petit à petit à la normale en Tanzanie avec, entre autres, la réouverture des bars et restaurants. Les Tanzaniens profitent également de la plage dont l'accès est désormais autorisé après le confinement dû au coronavirus. De nombreuses familles de Dar es Salaam s'y sont rendues lors des célébrations de l'Aïd. Pendant ce temps, en Afrique du Sud, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a laissé entendre que l'interdiction controversée de la vente d'alcool pour la consommation domestique sera levée lorsque le pays passera au niveau 3 sur 5 du confinement le mois prochain. L'interdiction de la vente des cigarettes reste en vigueur. Cap sur le Nigeria, dans le bidonville d'Iwaya, comme dans beaucoup d'autres régions de Lagos, les habitants vivent ici de leur salaire quotidien. La peur de la pandémie et la situation économique ne leur permettent cependant pas de gagner suffisamment pour survivre. Les promesses d'aide du gouvernement, elles aussi, se font attendre. Arzuma Compaoré. Ici, à Iwaya, comme dans plusieurs régions du Nigeria, le port du masque est devenu un réflexe. Les habitants ont compris l'importance d'appliquer les mesures barrières, mais le problème qui inquiète le plus en ce moment est d'un tout autre ordre. Nous remercions Dieu, car jusque-là, il n'y a pas de poussée épidémique de Covid-19 ici. Mais le Covid que nous créons ici, c'est le Covid de la faim. Beaucoup de gens ont faim, il n'y a pas de nourriture à manger. La fermeture des commerces a entraîné de nombreuses difficultés pour les ménages. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Ce n'est pas tout le monde qui peut sortir. Moi, par exemple, je travaille avec une société de vente. Nous fournissons normalement des biens et services lors des fêtes. Mais actuellement, comme je vous parle, il n'y a personne qui puisse faire la fête dans ce pays. Au début du verrouillage, les employés du gouvernement de l'État de Lagos ont identifié des ménages qui avaient besoin d'aide et ont marqué les murs des maisons. Mais selon de nombreux résidents, la distribution de nourriture et d'argent n'a jamais eu lieu.
Le gouvernement de l'État de Lagos a dit qu'il allait donner aux gens de l'argent, de la nourriture. Quand je suis arrivé sur place, il y avait du monde. Vous pouvez voir vous-même ce qu'ils ont écrit sur les portes, ces chiffres-là. Et comme ils sont venus recueillir toutes les informations et ont dit qu'ils allaient donner aux gens quelque chose pour les aider. Cela fait plus d'un mois maintenant. Ils sont juste venus écrire des noms et écrire des numéros. Nous ne les avons pas revus depuis. Dans cette mégalopole chaotique où environ 20 millions de personnes vivent entassées, les taux de vaccination ont atteint jusqu'à 90% grâce à des efforts généralisés pour accroître la sensibilisation. Mais les responsables craignent que l'accent mis sur la lutte contre le nouveau coronavirus ne détourne l'attention d'autres menaces pressantes, comme la faim et d'autres infections comme les poliovirus. On reste au Nigeria où le Covid-19 a créé un handicap supplémentaire pour les personnes malvoyantes. À cause des mesures de distanciation sociale, celles-ci ne peuvent parfois plus compter sur leur entourage. Les craintes et la psychose provoquées par la maladie compliquent davantage leur vie quotidienne. Reportage de l'agence Reuters raconté par Mohamedou Oumfa. Parmi les communautés les plus affectées par la pandémie du Covid-19, il y a celle des malvoyants. Handicapés par leurs problèmes oculaires, ils doivent compter sur leur entourage pour se déplacer, s'alimenter, satisfaire leurs besoins quotidiens. Mais avec le Covid-19, ce n'est parfois plus possible. Les mesures de distanciation sociale, pire, la méfiance et la peur d'être contaminé en rajoutent au vécu déjà difficile des malvoyants. En février, lorsque nous avons entendu parler du premier cas positif, c'était une très mauvaise nouvelle pour nous, déficients visuels, parce que en tant que personne malvoyante, je dépends des gens pour sortir, traverser la route, pour me promener, pour prendre un bus. Se déplacer est en effet devenu un calvaire pour de nombreux malvoyants qui ont peur de demander de l'aide. Peur pour eux-mêmes qui pourraient être contaminés, peur aussi d'être rejetés du fait de la psychose ambiante. À un moment, j'ai même trouvé une personne qui m'a dit « C'est bon, je peux t'accompagner, mais je ne peux pas te toucher ». J'ai cru que je pouvais m'en sortir tout seul. Mais je me heurtais à des choses, mais j'ai laissé partir la personne et je ne pouvais plus la rappeler parce que je ne sais pas comment elle réagirait, même si je lui disais que je n'ai pas le coronavirus. Je n'aurais pas moyen de le prouver. Pourtant, au Nigeria, les malvoyants ont d'autant plus besoin d'aide pour traverser la chaussée qu'il n'existe pas de signalisation sonore, les feux sont parfois en panne et les routes ne sont pas toujours éclairées. Utiliser un masque est toujours quelque chose d'étrange pour moi, mais j'apprends et je dois m'y faire. Je me lave aussi les mains, aussi souvent que je touche des choses ou des gens à qui je demande de l'aide. Autre défi pour les personnes malvoyantes, malgré leurs conditions, elles doivent se laver régulièrement les mains et porter un masque dans les lieux publics. Tout cela nécessite un apprentissage. Vivre dans une société affectée par le nouveau coronavirus est un réel défi pour les malvoyants. Malgré leur handicap, ils doivent appliquer les mesures barrières recommandées par les autorités, se laver régulièrement les mains, porter un masque en public, respecter la distanciation physique et bien d'autres. Des mesures pas toujours faciles à respecter quand on est un malvoyant. La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 348 000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. Plus de 5 600 000 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de la pandémie, dont au moins 2 millions sont aujourd'hui considérés comme guéris. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées. Ici aux États-Unis, environ 100 000 personnes sont mortes dans le pays depuis le début de la pandémie de coronavirus début février. Selon des sources médicales, il est possible que les États-Unis pourraient avoir un vaccin contre le Covid-19 d'ici décembre. Au plan économique, la bourse de New York a ouvert son parquet ce matin après des mois de transactions exclusivement électroniques.
Enfin, les États-Unis ont suspendu l'entrée sur leur territoire de toute personne s'étant rendue au Brésil au cours des 14 derniers jours. Une décision justifiée par le nombre de cas qui ne cesse d'augmenter dans la nation sud-américaine. En Afghanistan, le gouvernement a décidé de libérer 900 prisonniers talibans, espérant encourager les insurgés à étendre le cessez-le-feu qu'ils ont décrété samedi dans tout le pays. L'information a été confirmée par le porte-parole du Conseil national de sécurité, Javid Faisal. Ces libérations, qui commencent aujourd'hui, sont destinées à faire avancer la cause de la paix, dont la poursuite du cessez-le-feu. Les insurgés qui multiplient depuis des semaines les assauts meurtriers contre les forces afghanes ont surpris samedi en décrétant un arrêt unilatéral des combats pour que leurs concitoyens puissent célébrer dans la paix et le confort la fin du Ramadan. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie du Monde aujourd'hui. John Linden, de retour avec vous. Notre segment à quand la reprise est encore au rendez-vous ce soir. Cette fois, Salwa Jafari nous amène au Burkina Faso où une restauratrice raconte ses expériences pendant le confinement qui, rappelons-le, a été allégé par le président Kaboré au début du mois de mai. Suivons plutôt. Au début, vraiment, tout allait bien, vu que le cadre est idéal pour recevoir les gens et l'accueil, il est vraiment de taille. Les clients apprécient vraiment le restaurant. Et depuis l'arrivée de cette maladie, où à cause des restrictions gouvernementales, nous n'avons plus le droit de recevoir des clients, l'entreprise a pris un petit coup quand même, parce que nous avons vu nos recettes diminuer de plus de la moitié. On a eu un peu plus de chance parce qu'on avait déjà mis un système de livraison assez bien fonctionnel en place. Donc on a réussi vraiment à s'adapter au début. Nous on travaille surtout avec les places assises. On ne faisait pas beaucoup d'emporter. Vu le système d'emporter, bon, c'est difficile quand même de fidéliser les clients qui sont habitués à s'asseoir et qui n'ont pas l'habitude de les emporter. Bon, à notre niveau, ce n'est pas vraiment la grande reprise, vu que nous n'avons toujours pas le droit de recevoir les clients à cause du respect de la distanciation et puis des différentes mesures. Donc nous on évite de prendre le risque même d'ouvrir. À l'entrée déjà nous avons installé des lave-mains et après à la caisse
Bon, on respecte la distanciation parce que le caissier, il est vraiment à l'arrière de la caisse et c'est le seul qui est en contact du client qui vient, par exemple, pour commander. Donc le caissier, il se protège avec des gants et puis tout le personnel porte des masques et des gants. Par rapport au service aussi, pour éviter la manipulation, on a une seule personne à l'intérieur qui est habilitée à faire les emporter pour ne pas qu'il y ait trop de manipulation et la personne est vraiment bien protégée aussi. C'est pas comme une crise dont on était informé au préalable et puis on a pris les précautions. Elle nous est tous tombée dessus comme cela. Et donc on n'a pas eu le temps de vraiment faire le nécessaire pour pouvoir tenir. Donc vraiment, on compte sur la grâce de Dieu. À présent, parlons économie et c'est dans le cadre de notre segment consacré. Et pour en parler justement, Eric Manirakiza est au rendez-vous. Au Burkina Faso, Razak Belmeniegré fait partie de la nouvelle génération d'agriculteurs qui arrivent à s'imposer dans le milieu grâce à l'innovation des techniques de production agricole. Juriste de formation, il est aujourd'hui l'un des premiers producteurs de fraises au Burkina, une culture rare dans le pays désertique. Il partage également son expertise en tant que formateur et directeur du centre agroécologique Béo Néré avec le monde paysan ainsi que d'autres jeunes comme lui. Quand je suis arrivé, ma première des choses, je me suis lancé dans ce que les gens ne le font pas. Et c'est quoi? La planification agricole. Aujourd'hui, ceux qui réussissent plus en agriculture, c'est ceux qui sont en avance au niveau de leur planification agricole. Parce que tout le monde est producteur, comme je l'ai dit, mais tout le monde n'a pas la maîtrise d'anticiper sur le marché, d'anticiper dans la production agricole. Et pour pouvoir anticiper sur une bonne production agricole, il faut s'intéresser quand même à un bon calendrier et déterminer les axes principaux que vous avez pour lancer votre production. Je me suis intéressé à plusieurs spéculations, c'est-à-dire variétés de cultures au Burkina, et surtout des cultures que les gens ne croient pas que ça peut se produire au Burkina. Notamment, je me suis intéressé dans la culture de fraises, d'où j'ai actuellement 3 hectares de culture de fraises, et 2 hectares sur lesquels nous produisons des radis, des navets, des betteraves, des choux-fleurs et même de l'élevage de la volaille, du bétail. Mais il faut dire qu'à la base, avec des parents qui sont agriculteurs, je me suis intéressé de ce qu'ils ont déjà commencé. Et moi, je me suis appuyé à travers ce qu'eux, ils ont fait pour pouvoir me lancer très bien dans le domaine agricole. Presque chaque mois, il y a des formations qui se déroulent à Ouagadougou au sein du centre de formation Béo Néré, qui est le centre reconnu en agriculture, en formation en agriculture biologique et écologique. Aujourd'hui, je pilote le centre et nous organisons des formations. Et ces formations, comme je l'ai dit, c'est destiné d'abord aux paysans et aux paysannes, en accompagnant notamment les producteurs sur le terrain afin de changer leur modèle agricole, c'est-à-dire d'une agriculture conventionnelle à une agriculture biologique ou encore une agriculture écologique, si vous voulez. Donc, après ces formations aux producteurs, nous les accompagnons notamment à pouvoir revendre leur production agricole. Donc, nous avons un fort potentiel de vente de produits agricoles à Ouagadougou. Nous avons des lieux de vente, des boutiques témoins où nous pouvons récupérer les légumes de ces producteurs et trouver en tout cas un bon marché pour ces produits-là. Donc, notamment, il y a des clients qui s'intéressent, notamment c'était des expatriés qui s'intéressaient à nos productions parce que la production elle est bio. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes à un niveau où même les Burkinabés s'intéressent à la consommation des produits bio. En Allemagne, le gouvernement débourse 9 milliards d'euros au profit d'un plan de sauvetage de Lufthansa. Cet accord permet à l'État de devenir le premier actionnaire du groupe avec 20% du capital pour éviter la faillite du géant du transport aérien. L'accord intervient après de longues négociations sur des aides alors que l'entreprise, comme l'ensemble du secteur aérien, traverse une crise sans précédent. Le directoire soutient le paquet de mesures qui doivent encore être approuvées par la Commission européenne et une assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Dans le détail, l'État va, dans le cadre d'une augmentation de capital, acquérir 20% du groupe pour 300 millions d'euros, soit 2,56 € par action, un prix bien en dessous du prix du marché, censé garantir à Berlin un retour sur investissement. Berlin va aussi injecter 4,7 milliards d'euros de fonds sans droit de vote dans le cadre d'une participation silencieuse. Lufthansa paiera un intérêt progressif allant de 4% en 2020 et 2021 à 7,5% en 2027. Pour 1 milliard de fonds supplémentaires, Berlin a la possibilité d'augmenter sa participation à 25% et une action, soit une minorité de blocage en droit allemand. L'État obtient également 2 sièges au conseil de surveillance de Lufthansa, mais renonce à son droit de vote aux assemblées générales, sauf en cas d'offre d'achat. S'y ajoute un prêt de 3 milliards d'euros pour le groupe, qui sera interdit de verser des dividendes à ses actionnaires. Actuellement, près de 700 des 760 avions du groupe sont cloués au sol. Les Égyptiens se demandent si leur pays va pouvoir compléter ses réserves de blé par les importations cette année en raison du coronavirus. L'Égypte est l'un des plus gros importateurs mondiaux de blé, bien qu'une partie de la consommation égyptienne provienne de la production locale. Lionel Gaïma. Le Caire veut importer 800 000 tonnes de blé alors que les agriculteurs du pays sont résolus à mettre la main à la pâte en tentant d'en produire plus localement. Et l'Égypte en a besoin. Le pain est consommé à presque tous les repas. La pandémie de coronavirus a évidemment perturbé le commerce international et le mouvement de personnes, mais le gouvernement égyptien se montre plutôt optimiste. Nos réserves actuelles de blé peuvent satisfaire la demande au cours des 8 prochains mois, en plus de la récolte locale qui, elle, va compter pour 6 ou 7 mois supplémentaires, ce qui équivaut à une réserve qui peut durer jusqu'à 1 an environ. Il ne faut pas s'inquiéter outre mesure, d'autant que de nombreux pays ont commencé à assouplir les restrictions liées au coronavirus. Pour des observateurs, l'épuisement des réserves dépend de la durée de la pandémie. Et si elle s'épuise, d'autres problèmes risquent de surgir. Si cette reprise persiste et que les stocks de blé égyptiens sont épuisés ou consommés, nous serons confrontés à des problèmes d'importation. D'où en importerons-nous face aux prix élevés et à la fermeture des principaux pays exportateurs de blé? Ces pays ont déjà empêché les exportations pour leurs besoins locaux. Personne au monde ne peut actuellement répondre à la question de savoir quand la crise du coronavirus prendra fin. Pour les plus pauvres en Égypte, le pain à lui tout seul peut constituer un repas dans un pays où au moins 32,5% de ses 100 millions d'habitants vivent au bord ou en dessous du seuil de pauvreté. Le pain subventionné reste une bouée de sauvetage pour de nombreux Égyptiens. Au Kenya, athlètes et habitants du Kisumu dans l'ouest du pays grincent les dents après la fermeture des salles de sport fin mars à cause du nouveau coronavirus. Certains sportifs, ne sachant plus où s'entraîner, envahissent les routes pour répéter leur gamme au grand désarroi des riverains. Yakuba Ouedraogo. Le champion de taekwondo, Vincent Ochieng, avait l'habitude de s'entraîner dans les salles de sport des écoles de Kisumu. Actuellement, il s'exerce avec des centaines d'autres personnes sur la principale route de la ville. Le gouvernement a fermé les installations d'entraînement à cause du nouveau coronavirus. Ochieng, qui attend avec impatience de représenter son pays au championnat du monde de taekwondo en Chine en octobre prochain, se retrouve, comme les autres athlètes, sans un endroit où s'entraîner. C'est pourquoi je m'entraîne ici, c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Nous prévoyons de présenter le pays en octobre en Coupe du monde de taekwondo en Chine, mais malheureusement ce Covid-19 est là et nous ne savons pas quand ça va finir. Nous espérons juste que ça se terminera avant le début du tournoi. Les habitants de Kisumu ne sont pas contents de la présence de ces athlètes à l'extérieur, d'autant plus que de nombreux pratiquants de sport ne portent pas de masque. Le gouvernement kenyan a pourtant demandé aux gens d'éviter de se rassembler.
Ils nous contamineront avec cette maladie. Ils continueront de la propager si l'un d'entre eux est atteint. Ils viennent s'entraîner ici à, je ne sais pas, 5 ou 10. C'est un non-sens. Je ne comprends pas le sens de cet entraînement dans cet espace. Si on me dit « reste à la maison », je dois rester à la maison. Mais des athlètes comme Vincent estiment qu'il est impossible de s'entraîner chez eux. Il a perdu son travail dans les écoles en tant que professeur de taekwondo et est désormais sans revenu. C'est ce que je fais le mieux, c'est ma vie. Je survis grâce au taekwondo, je suis formateur, j'enseigne le taekwondo dans les écoles et quand les écoles ont fermé, les salles ont été fermées, tout a changé. Nous ne pouvons pas survivre. Comme Vincent, Evelyne Akini estime n'avoir d'autre choix que de trouver un endroit où s'entraîner. La pugiliste de 27 ans a commencé la boxe il y a 5 ans et a réussi à se faire une place dans l'équipe nationale du Kenya. Evelyne est convaincue que rester en bonne santé physique aide à combattre le virus. Je demande également aux autres athlètes de continuer à s'entraîner, car lorsque vous vous entraînez, votre immunité se renforce. Des séances d'entraînement public qui débutent tôt le matin continuent d'attirer des centaines d'habitants de Kisumu, notamment des basketteurs, des footballeurs et même des danseurs. En Afrique, depuis 2500 ans, le forgeron est le maître du feu et ses objets permettent de communiquer avec les ancêtres. Des forgerons africains installés en France ont décidé de perpétrer l'art de leurs ancêtres. Une passion pleine d'histoires et de traditions que nous vous faisons autant pour moi découvrir sur VOA. C'est un reportage de notre correspondante Elam Locker à Paris. C'est un art ancestral, fait de métal, de feu et d'outils millénaires, l'art de forger. Dans un petit atelier de Montreuil, en région parisienne, des bénévoles fondent et martèlent de l'argent pur pour en faire des bijoux. Un savoir-faire qui disparaît en Afrique mais qui renaît en France. Des gestes précis, cadencés et minutieux. Ça date depuis nos ancêtres, donc du père au fils. Ça veut dire que nous aussi, on a appris ça avec nos parents. Et au jour d'aujourd'hui, on veut les transmettre ça à nos enfants et encore plus haut si on peut. Ouais. Ça, franchement, ça me tient à cœur, comme ça tient à cœur à tous les forgerons, les 144 noms de familles différents. Donc du coup, ça c'est un métier que nous ne pouvons pas laisser ça derrière nous. Avec ça, on survit, tout ça. Donc en plus de ça, ça vient de nos arrière-parents. Et donc du coup, nous sommes là et pour essayer d'entretenir cette savoir-faire. Cette association regroupe depuis quelques années des forgerons de tout le continent africain. Sénégalais, Gambiens, Maliens, Burkinabés, Ivoiriens ou encore Mauritaniens, tous partagent leurs techniques. J'adore ça. Ça, c'est un métier que j'ai trouvé chez mes parents. C'est pas ça seulement. C'est un métier que j'aime beaucoup. La bijouterie, c'est tout pour moi. Même si j'ai, à mon propre choix, je veux que je travaille sur la bijouterie toute ma vie. Structure d'accueil, la fédération assure aussi un rôle social en proposant un cadre aux jeunes des quartiers populaires, faire de la nouvelle génération des maîtres du feu et des virtuoses de la transformation, fondre, forger, marteler puis métamorphoser le métal en collier, bracelet ou bague, des objets parfois investis d'un don quasi divin et spirituel qui traverseront les époques et les modes sans jamais perdre de leur éclat. Un art venu d'Afrique depuis plus de 2500 ans qui est aujourd'hui encore une des traditions de fer forgé les plus sophistiquées au monde. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Portez-vous bien, protégez-vous et surtout passez une excellente soirée.